Bien, petite vidéo en cet après-midi froide, mais ensoleillée, pour reprendre un certain nombre de points qui me paraissaient essentiels, notamment sur le fait de la chronologie des faits et sur un certain nombre de points autres, différents, divers. Alors, sur la chronologie des faits, pour répondre à ceux qui m'ont demandé la chronologie, parce que c'était pas forcément clair dans la dernière vidéo de Mike, je vous demande éventuellement, je vous demanderai, enfin, si vous êtes vraiment intéressé à cette affaire, de regarder Révélation fracassante d'un lanceur d'alerte, qui explique en fait en 20 minutes le déroulement de cette affaire. En fait, en 2 minutes, ce que je peux vous résumer, c'est qu'en 2009, en juillet 2009, donc mon ami devient légataire, que dans le même temps, il veut lui faire une donation, qu'on attendra jusqu'en 2011 et la veuve découvre en fait que la donation n'avait toujours pas été donnée alors que le notaire s'était engagé à le faire, donc il ne l'a pas fait, et elle relance cette donation et je l'apprendrai beaucoup plus tardivement qu'en réalité, donc, la notaire a tout simplement, enfin le notaire, le premier notaire, Jacques Delvaux, a tout simplement donc pas réalisé cette donation, mais en plus que la veuve donc est cachée dans une maison de retraite. Cachée parce que lorsque je la retrouve, je ferai appel ensuite à mon ami et qui me dit c'est pas possible parce que dans cette maison de retraite, je les ai appelés à 2 reprises en qualifiant cette dame. Voilà. Donc ça, c'est pour 2011. Non. On relance cette donation. Deuxième notaire, Martine Vénandy, donc est nommé. On est en décembre 2011, jusqu'en juillet 2012, Martine Vénandy fera croire qu'il y a des comptes partout, enfin, fera croire n'importe quoi à mon ami qui le croira, d'ailleurs à tel point que moi j'appellerai donc cette notaire, on est en avril 2012, avant qu'elle ne rende donc 2 mois après cette donation, et je lui dirai que la maison de retraite qui voulait un terrain, si la maison de retraite avait quoi que ce soit, je porterai plainte, et contre vous, donc la notaire à qui je m'adresse, qui ne se déclare pas comme postulante d'ailleurs, et également comme également comment dirais-je, la maison de retraite. Hein, Saint-Jean de la Croix, il faut les nommer cela. En 2012, donc, l'huissier reprend les documents, dit que ça va aller, on va vérifier, qu'on va rendre. Sauf que la police fait croire dans un premier temps, essaye de criminaliser mon ami, lui dit écoutez, je suis légataire dans la terre, il n'y a pas de problème, allez voir. La veuve confirme, donc là il met dans la confidence, le policier le met dans la confidence, pour lui dire simplement que la notaire avait donc volé 12 millions d'euros, qu'on allait lui rendre ça en une seule fois, et déjà j'étais pas d'accord puisqu'il fallait mettre un compte séquestre et puis bien entendu verser l'argent qui était connu donc au moment des faits, soit un mois plus tôt. Quelques jours plus tôt. Un mois plus tard, plutôt, au mois d'août 2012, je porte plainte parce qu'en fait, on s'amusait avec mon ami pour faire croire qu'on allait lui rendre, mais qu'il n'y avait pas d'officier de police judiciaire pour pouvoir lever les scellés. Bref, des bêtises, comme d'ailleurs tout le long de cette affaire, des bêtises, des non-droits, des abus de confiance, des escroqueries envers moi, j'en ai eu énormément. Donc un mois après ma plainte, c'est monsieur Biljon, à l'époque ministre de la Justice, qui prend les rênes, qui dit qu'on va régler tout ça, qui dit que ça va aller vraiment bien. Et puis en fait, ça va pas bien du tout, puisque en fait, dès le deuxième rendez-vous, il promet avec Juncker que je vais pouvoir rabattre la faillite de ma société, que je vais avoir une indemnité, que Francis aura également la même chose, et qu'il faut attendre juste un peu. Il dit quand même, François Biljon à l'époque, ministre de la Justice, dit prenez des vacances très loin et ne dites pas que cette idée vient de moi. Si vous comprenez aujourd'hui le sens de l'affaire, vous comprenez aussi ce que ça veut dire quand il dit ça. Ensuite, si vous voulez, donc on arrive en mars 2013, il s'est passé beaucoup de choses, mais je vous les passe, pour me rendre compte que non seulement ma société était mise en faillite, et qu'en réalité, donc, la notaire est toujours en fonction, alors que le ministre de la Justice avait dit dès septembre 2012 que la notaire devait prendre sa retraite et devait vendre son étude avant la fin de l'année, donc 2012, pardon, 2012, vous voyez, avec les années, parce que ça dure depuis très longtemps. En fait, en réalité, ce qui se passera, c'est que tout simplement, mon ami demandera à rencontrer le procureur général, que je rencontrerai d'ailleurs à une reprise, et il cassera d'ailleurs les pots de terre parce qu'il comprendra aussi que là, ça devient grave. En fait, le procureur général, Robert Beaver, découvrira ma plainte qui aurait dû être atterrie sur son bureau depuis donc août 2012. Mais comme j'avais demandé à mon ami de remettre cette plainte en main propre à Robert Beaver, il découvrira cette plainte seulement donc au mois de mars 2013, en sachant que préalablement mon ami avait eu un accident de voiture qui n'est pas un accident de voiture, bien sûr.
Et à partir de là, donc Robert Beaver veut négocier, fait une négociation extrajudiciaire. Pour quelle raison? On n'en sait trop rien, mais il n'arrive pas à obtenir l'argent, c'est-à-dire qu'en réalité, ces gens-là n'ont même pas rendu pour certains l'argent. Et en fait, en octobre 2013, monsieur Jean-Claude Juncker n'est pas réélu comme Premier ministre, s'en va, et moi je demande la protection policière, ce qui pose d'ailleurs aussi des vrais problèmes sur ce qui s'est passé en France ensuite, puisqu'un certain nombre de plaintes ont été bien entendu réalisées par ma seule, comment dirais-je, ma seule volonté donc de recevoir et surtout un traitement, j'allais dire impartial et bien entendu équivalent, c'est-à-dire de pouvoir justifier de cette plainte par rapport donc à un certain nombre de choses très gravissimes qui m'étaient arrivées depuis maintenant 2013, et puis il se passera rien. Donc en 2014, je me constitue partie civile. Alors il faut savoir qu'entre-temps, mon ami s'était rendu compte qu'il avait fait beaucoup d'erreurs et s'était rendu compte qu'il s'était fait manipuler. Il m'en donnera davantage pour que je participe et que je continue mes plaintes. Donc quand je me constitue donc en août 2014, j'avais plus de droits que lui, et surtout je me constitue pour les deux puisque lui avait essayé de négocier avec le parquet donc de son propre chef pour nous deux entre le mois donc de mars 2013 et de mars 2014, donc pendant un an, il ne se passera rien. Moi, quand je me constitue à la fois pour moi, j'avais un intérêt bien entendu à agir, puisque j'avais des intérêts directs, un intérêt direct, et pour lui, bien sûr, puisque j'agissais pour les deux. En 2015, le juge d'instruction rend les réquisitions, je répète, pour l'interpellation de ces gens, c'est-à-dire de Jean-Claude Juncker, de François Biljon, de Martine Vélandi. Mais en fait, le parquet me fait croire que l'instruction est toujours donc au cabinet du juge d'instruction, ce qui est complètement faux. Et j'écrirai régulièrement, jusqu'à ce que je fasse une vidéo en mars 2016. Et là, Jeannot Nils se réveille. Jeannot Nils, qui n'était autre que l'avocat général, qui deviendra un mois plus tard d'ailleurs procureur général adjoint, en disant vous n'avez plus le droit de venir sur le parquet, et je continuerai à venir, puisque mon but était bien entendu de voir ce dossier, étant donné que non seulement j'écrivais, il ne me répondait pas, et que quand je passais, je voulais bien entendu obtenir un rendez-vous, ce qu'ils auraient dû me montrer, bien entendu, ils auraient dû m'en donner un, donc dès le mois d'octobre 2015. Ce n'est pas été le cas, et donc ils m'incarcéreront, je ne vais pas vous passer les détails, et puis bien entendu, donc en 2019, parce que je saisis la cour d'appel, ça fait déjà 4 ans que le dossier se trouve donc au cabinet du procureur d'État, qui n'est autre que le cousin de Juncker, enfin vous voyez la déliquescence à tous les niveaux de ce droit manuel. Et par conséquent, je demande à pouvoir voir ce dossier, ou alors je pars à l'étranger. Et là, donc, ils essayent de me stationner, de me faire croire que c'est irrecevable. Mais même si c'est irrecevable, ils pensaient que je ne savais pas que l'irrecevabilité justifiait, bien entendu, qu'a priori devaient me montrer ce dossier. Ils ne me montreront rien, comme je vous l'ai déjà dit, et ils diront que c'est irrecevable au motif que je me suis constitué comme avocat ou comme conseil. Je n'étais pas conseil, j'étais bien sûr mon conseil pour moi-même, mais j'étais également le conseil de Francis, dans la mesure où je voulais que cette affaire puisse se régler par nous deux, donc tout simplement parce qu'il n'avait pas voulu prendre d'avocat, alors que je lui ressassais de prendre un avocat. Il dit non, tu te débrouilles très bien, fais-le toi-même. Moi, à un moment donné, j'en pouvais plus, j'ai demandé à ce qu'un avocat puisse me représenter à maintes reprises, et bien entendu, les avocats ont pris de l'argent, mais n'ont jamais rien fait. Jusqu'à ce jour, donc, on trouve qu'il y a un papier qui, bien entendu, montre que, bien sûr, j'étais pas conseil. De toute façon, j'étais conseil de moi-même, et j'ai jamais été avocat, et je voulais d'ailleurs prendre la robe prochainement. Je ne pourrais même pas le faire à cause de ces gens-là, de ces escrocs-là, d'accord ? Et je termine simplement par dire que dans cette affaire, il y a eu beaucoup de non-droits, y compris par des cabinets d'avocats qui n'ont strictement rien fait. Je ne vais pas vous passer tous les cabinets d'avocats au Luxembourg, mais suite à ma vidéo donc avec Mike Borowski, le vice-bâtonnier de Luxembourg refuse de me nommer encore un avocat, en sachant que les avocats n'ont jamais rien fait. Soit effectivement ils ont gardé les documents, soit ils ont fait tomber leur mandat. Ça, c'est le premier point. On m'a demandé dans les commentaires pourquoi je ne m'adressais pas donc à Juan Branco, pourquoi je ne m'adressais pas donc à Divisio, pourquoi je ne m'adressais pas à Carlo Brosa. Alors, je vais vous dire, je ne me suis pas adressé à Carlo Brosa quand j'y étais allé. En fait, il a voulu que je travaille pour lui, ce que j'avais fait dans le cadre donc de son association. Ensuite, et après, j'ai dû revenir à mes affaires parce que j'avais beaucoup de travail, mais je pourrais en dire aussi
pas mal sur ce qui s'est passé, non pas sur Carlo Brosa, hein, absolument pas, hein, mais par rapport à ce que j'avais découvert à l'époque, hein, sur cette fameuse pandémie. Mais il y a surtout autre chose, c'est-à-dire qu'en réalité, si vous voulez, je m'étais adressé au cabinet Divisio, où son associé me demandait en fait de mettre 15 000 € donc en compte, ce que je n'avais plus la possibilité de faire depuis très longtemps, donc ils n'ont jamais rien fait, et ça dénote aussi que ce caractère, comment dirais-je, pécunier, même si on vous fait croire qu'on défend la veuve et l'orphelin, le caractère pécunier est bien entendu prévaut sur tout le reste. Et quant à Juan Branco, en fait, j'avais sollicité Juan Branco au moins à 5 reprises, 5 appels téléphoniques dans l'année 2019, il me semble, ou même avant d'ailleurs. Juan Branco ne se signalera jamais jusqu'en janvier 2020, où j'ai sa secrétaire, ou ce qui fait passer pour sa secrétaire, qui me dit: Juan Branco est très intéressé à votre affaire. En fait, ça faisait déjà 8 mois que je l'avais oublié, hein, très clairement. En fait, il s'était surtout inquiété de savoir si ma vidéo que j'avais mis en ligne, qui était très grave, hein, celle de révélation fracassante d'un lanceur d'alerte, était vraie, parce qu'il savait, lui, contrairement à beaucoup d'autres, que si, bien entendu, cette vidéo était toujours positionnée, elle l'est toujours 3 ans après, elle ne fait l'objet d'aucune, bien entendu, diffamation, il savait que c'était vrai, que tout ce que je disais était vrai. Donc il a attendu qu'il n'y ait pas de retrait de cette vidéo pour pouvoir me demander de l'appeler. Quand j'ai voulu l'appeler, je dis: écoutez, je prends rendez-vous, on va se rencontrer. Quand j'ai voulu l'appeler, en fait, il fallait que je passe par un site. Rien que pour le rencontrer, il fallait donc mettre 260 € pour le rencontrer en rendez-vous, ce que je n'ai pas voulu faire pour expliquer cette affaire, car je ne savais pas s'il allait pouvoir, bien entendu, m'aider, ou si tout simplement il allait pouvoir écouter mon affaire. Donc moi, je ne paye pas des avocats pour écouter mon affaire, je paye des avocats pour faire des recours, surtout que j'en ai eu de multiples qui tous trouvaient ça génial, l'affaire Juncker, mais qui n'ont pas travaillé sur des rôles qu'ils auraient dû bien entendu prendre, et parfois d'ailleurs conseiller à maintes reprises. Voilà, donc voilà la réalité des faits. Il n'y a pas d'autres faits que je pourrais aujourd'hui vous dire, en tout cas vous signaler. Simplement, c'est vrai que beaucoup d'avocats se sont succédés, mais qu'aucun n'a travaillé réellement. Hein, le seul qui a travaillé, c'était celui que j'avais pris au départ, mais qui a tout simplement demandé donc le dossier auprès du procureur d'État, qui ne lui a jamais donné. Il faut bien se rendre compte que Jean-Paul Freising, donc cousin germain avec l'épouse de Juncker, Christiane Freising, a tout fait pour, bien sûr, scier la branche sur laquelle j'étais. Voilà aujourd'hui le compte-rendu de cette affaire. Excusez-moi si l'image bouge, je ne sais même pas si je la posterai, mais en tout cas, je voulais vous exprimer par respect pour vous et par respect pour l'engagement que j'avais tenu à vous dire ce qui se passe dans la réalité. Et je pense qu'il faut à un moment donné cesser de croire tout ce qu'on vous raconte. Voilà. Et bien entendu, j'ai toutes les preuves, hein. J'ai même d'ailleurs des gens qui peuvent témoigner de cela, hein, d'un certain nombre de faits. Voilà, pour vous dire que je veux absolument accréditer la thèse qu'aujourd'hui, on est dans un spectacle, dans un théâtre, où les gens essayent de se faire mousser pour faire croire qu'ils défendent la veuve ou l'orphelin, ou pour faire croire qu'on est dans un sentiment de droit, et on en est très loin, très très loin. Je vous le dis, et je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se réveille vraiment pour exiger de la part d'un certain nombre de gens, que ce soit de juges ou de procureurs, vraiment des comptes rendus de ce qu'ils font, pour lesquels ils sont payés. Moi, je ne suis pas payé pour faire mes plaintes. Je suis juste effectivement là pour demander justice. Donc, s'il n'y a pas de justice, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À un moment donné, on va devoir faire la justice nous-mêmes. C'est peut-être qu'ils essayent d'attendre pour pouvoir, bien sûr, me prendre en défaut, puisqu'ils essayent de me criminaliser déjà depuis de nombreuses années. Et c'est d'ailleurs comme ça que le procureur de la République de Nancy conserve, sans droit, hein, conserve un téléphone pour lequel il aurait dû être rendu déjà il y a plus de 8 mois. Voilà, je vous donne la gravité de la situation et je vous dis qu'aujourd'hui, il y en a ras-le-bol.